et qui en même temps indique également les attentes. Le chef de l'État même, il a été réconfortant. Ce qu'il a dit, c'est normal. Il faut que tout le monde l'aide à travailler. Il est là pour tous les Maliens, ce n'est pas question de parti. Donc il faut que tout le monde se rassemble autour de lui pour que le Mali puisse aller de l'avant. Quant aux autres, ils ont dit qu'ils sont là pour le Mali. Donc tous les chefs d'État qui sont venus pour nous soutenir et puis pour nous aider à nous relever. Après les personnalités maliennes, intéressons-nous aux avis de nos hôtes qui sont venus nombreux apporter leur touche à l'éclat de cette journée. Ils sont venus de près de 40 pays d'Afrique, d'Europe et du monde. Tous se sont venus exprimer leur soutien au peuple malien. Après la cérémonie, notre reporter Mamari Kone a recueilli les propos de quelques-uns. Écoutons-les. Nous sommes très heureux d'être là et tout se passe bien. Nous sommes vraiment très contents. Et bravo pour le Mali. Le Mali peut compter sur le Gabon? Mais le Mali, c'est très bien qu'il peut compter toujours sur le Gabon. Ben, c'est tout à fait naturel que je sois présent ici à Bamako. Il s'agit d'un événement, comme vous le savez, historique. Le Mali est en train de renaître. Et il est tout à fait normal que je vienne participer à cette renaissance du Mali. Je crois que le Mali est du retour. Et c'est ce retour du Mali que nous venons fêter aujourd'hui. D'abord, c'est pour partager ce moment de bonheur, de joie avec le peuple malien. Féliciter le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été élu de manière un peu plus démocratique. Et cette journée est une journée de paix, une journée de démocratie retrouvée, une journée d'indépendance retrouvée, une journée de solidarité africaine et internationale. D'abord, c'était un signe d'amitié, de solidarité avec le Mali, après les épreuves que le Mali a connues, et puis aussi d'amitié et de confiance vis-à-vis d'Ibeka, le nouveau président, qui est un ami, un camarade membre de l'Internationale socialiste, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, et notamment au mois d'avril, lorsque je suis venu ici, et que déjà se préparait la transition démocratique. Je crois qu'après avoir réussi à faire en sorte que le Mali retrouve sa pleine souveraineté grâce à la solidarité internationale, il faut aujourd'hui que cette solidarité internationale soit aussi au rendez-vous des nouveaux défis que le Mali doit relever, ceux du développement, ceux de la réconciliation, ceux de la reconstruction, de la refondation, comme a dit le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est le sens de ma présence ici, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste de France, de dire que nous continuerons à être aux côtés du peuple malien et aux côtés du président que les citoyens maliens se sont choisis dans une élection exemplaire, et que nous continuerons à mobiliser en France l'opinion publique et puis dans toute l'Europe pour qu'il y ait l'appui, la solidarité nécessaire à réussir ces nouvelles étapes qui sont là maintenant devant le Mali. J'ai été émerveillé, pas seulement moi, je crois que c'est l'ensemble du peuple malien. Et laissez-moi vous dire, c'est vrai que je suis le président de la diaspora, mais on était nombreux cette fois-ci à ce rendez-vous, parce que tout le monde sent l'engouement. Et nous avons assisté à une très belle cérémonie. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est le nombre important de nos amis. En tout cas, le président de la République a invité ses pairs africains, et même au-delà. Et ils ont répondu à son appel. Ils sont venus, ils ont partagé avec nous ce moment de bonheur. Et c'est des invités de qualité. Parce que comme vous le savez, c'est grâce à eux, en partie, aujourd'hui, que nous sommes... nous avons pu célébrer, n'est-ce pas, cet événement, parce qu'ils nous ont aidés lorsqu'on avait des problèmes. Je pense que c'est une très grande fête pour le peuple malien et pour toute notre union, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour ce que le peuple malien a su faire pour relever ce grand défi, qui n'était pas simple, mais je pense que ce défi a été à la hauteur du peuple malien. C'est un honneur pour tout Malien, et particulièrement nous les Maliens du Guinée, d'assister à une investiture de cette taille. Nous assistons en même temps que beaucoup de chefs d'État d'Afrique et d'Europe. C'est là vraiment pour quelqu'un qui a connu le Mali il y a 18 mois, c'est un motif de fierté. Vraiment, nous sommes très heureux et nous pensons qu'à partir de là, les Mali et les Maliens retrouveront leur place
dans le concert des nations. Très content d'être là aujourd'hui. Je crois que ce que IBK a fait, c'est une manière et l'hommage rendu par les rois, par les présidents du monde entier, un honneur d'être là, vraiment, très fier. J'étais très content d'être là et nous sommes tous très heureux de l'investiture du président IBK. Clairement, une nouvelle page de l'histoire du Mali s'ouvre après cette élection qui a été si nettement réussie par tous les Maliens. Voilà, et notez que nous vous proposerons demain l'intégralité du discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, discours prononcé au stade du 26 mars. Et puis les présidents français François Hollande, Idriss Déby Itno du Tchad et Ibrahim Boubacar Keïta ont animé tout à l'heure une conférence de presse à Koulouba. Au cours de cet échange avec la presse, les trois chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire au Mali, dans la bande sahélo-saharienne et dans le monde. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal. En attendant, 3 points névralgiques de la capitale ont attiré l'attention des populations. Il s'agit de l'aéroport de Bamako-Sénou, du stade du 26 mars et du palais de Koulouba. Malgré la journée chômée, nombre de Maliens vaquaient à leurs occupations. Pour autant, la circulation était fluide à ces endroits-là et c'était grâce à un dispositif sécuritaire bien élaboré. Le point avec notre reporter Alocéné Touré. En cette matinée du 19 septembre, la circulation sur le trajet allant du pont Fad à l'aéroport de Bamako-Sénou jouit d'une grande fluidité. Même scénario entre l'aéroport et le stade du 26 mars. Les délégations officielles qui empruntent ce trajet parviennent aisément à leur destination et pour cause. Pour cet événement, nous avons engagé l'ensemble des 5 compagnies du GMS. Quand on comprend qu'une compagnie fait environ 200 et quelques éléments, vous pouvez vous faire déjà une idée sur le nombre. Donc, comme je l'ai dit, pour l'événement, nous avons déjà prédisposé des forces au niveau des commissariats de sécurité publique, 13e arrondissement, 7e arrondissement et les autres compagnies de la ville, qui, en cas de pépin, doivent intervenir. Il y a un jalonnement très important du domicile du président de la République jusqu'à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'ici. Pourtant, à certains endroits, ça coince, en particulier à l'approche du stade du 26 mars. Ceci m'a été signalé. Il y a un problème de coordination. Il faut se dire que tous les éléments qui sont ici ne sont pas du GMS. Pour ce qui est de la ceinture extérieure, ce sont les éléments de la garde nationale. Bon, donc, on ne peut pas être au four et au moulin à la fois. Cet après-midi, le balai de véhicules officiels convergeant vers Koulouba se poursuit. Le point d'aboutissement étant le banquet de la présidence de la République. Vu le nombre élevé vraiment des véhicules, nous avons vraiment un nombre limité par rapport au parking. Donc tout le monde ne pouvait pas parquer en même temps. Les responsables de la sécurité demandent encore une fois l'indulgence de la population car certains de nos hôtes passent la nuit et une partie de la journée de demain. Cérémonie exceptionnelle, couverture grandiose. C'est du moins ce qu'on peut noter de cette cérémonie solennelle. Plus d'une centaine de journalistes étrangers ont fait le déplacement de Bamako pour couvrir cet événement avec cependant quelques difficultés liées à la sécurité. Mohamed Diarra nous en parle. Les Maliens avaient rendez-vous ce jeudi avec l'histoire. L'événement exceptionnel est bien la cérémonie marquant la prise de fonction du président IBK. Témoin de l'événement, la presse nationale et internationale dans son ensemble. Une centaine de journalistes ont fait le déplacement à Bamako pour couvrir cette cérémonie. Certains accompagnent leur chef d'État et d'autres, compte tenu de l'importance de la manifestation, sont venus en freelance. Certains journalistes nationaux et internationaux sont à leur première expérience. C'est ma première fois. L'investiture officielle là, mais ce n'était pas si grandiose que ça. Avec le nombre important des délégations qui se présentent aujourd'hui, je pense que c'est exceptionnel au Mali. Mais les événements se suivent, elles ne se ressemblent pas, c'est vrai. À chacun son dispositif et son plan de couverture. Certains retransmettent l'événement en direct sur leurs chaînes respectives. Le Maroc a déployé un nombre vraiment important pour couvrir cet événement parce que c'est un événement un peu spécial. C'est la première fois que notre roi visite un pays frère comme le Mali. Il y a 2 chaînes qui couvrent ce genre d'événement. La première chaîne, la CNRT, et la deuxième chaîne, la deuxième. La première chaîne, elle a assuré hier l'arrivée du roi en direct.
Aujourd'hui, ils font la même chose. Concernant la couverture, ça va surtout être en fait des directs, puisque le président reste que 6 heures sur place. Ensuite, il y a des sujets qui seront faits depuis Paris, depuis les images qui seront envoyées ici. Mais les journalistes qui sont là en télévision, ce sont surtout des directs. La presse nationale, aussi bien qu'internationale, n'a pas lésigné sur les moyens humains et logistiques pour couvrir l'ensemble des activités. C'est un grand événement et pour l'occasion, l'histoire a mobilisé une équipe très forte avec des journalistes et des photographes. La RTI est fortement mobilisée. Nous avons un journaliste de Fraternité Matin, notre quotidien national. Je suis moi-même journaliste et directrice des reportages institutionnels à la RTI. Donc à ce titre, je suis là. Nous avons un monteur, un caméraman et toute l'équipe présidentielle. L'ORTM aussi, comme d'habitude, au cœur des grands événements, a sorti la grosse armada pour permettre à tout le monde de suivre l'événement. Un travail qui ne se passe pas sans difficulté. Certains ont du mal à atteindre leur cible. On n'a même pas encore fait d'image. Moi, je suis la presse présidentielle, je venais à mon président, mais la sécurité ne nous permet pas de travailler. Je suis venu à mon président depuis 5 heures, on a quitté l'aéroport, voilà, je n'aime pas l'image de mon président. En tout cas, pour cette cérémonie grandiose, le défi de la couverture médiatique a été relevé. Voilà, c'était pas facile. En tout cas, le RTM a mis en place un grand dispositif. Une centaine donc de techniciens et de journalistes étaient sur le terrain pour vous permettre de suivre en direct toute la cérémonie. Alors, s'il y a un lieu où il se passe des choses souvent hors du commun, c'est bien dans les coulisses. Si tout le monde n'y a pas accès, ce n'est pas le cas des caméras de l'ORTM auxquelles rien n'échappe. Ibrahima Traoré était lui aussi dans les coulisses, suivant son reportage. Toute la matinée, des avions se sont succédés sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Pour ne rien rater, les chasseurs d'images se bousculent et sont malmenés à leur tour par les forces de l'ordre. Une véritable scène de combat. Dans le même temps, le protocole semble aussi débordé par le nombre croissant des délégations. Un avion vient de s'immobiliser. Qui est dedans? On ne sait pas. Le directeur du protocole file vers l'avion et apprend que c'est le président béninois. L'improvisation était réellement au rendez-vous à l'aéroport. En témoigne ce monsieur qui court à grande vitesse avec un tapis rouge pour accueillir un chef d'État qui vient d'arriver. Et naturellement, ce tapis est nettoyé chaque instant, y compris la voiture du président de la République. Le rythme est infernal. L'effet de la fatigue impose souvent un repos aux porteurs d'uniforme qui se détendent ici sur le tarmac. De l'ambiance, il y en avait également à chaque arrivée d'un hôte de marque. Les drapeaux maliens et français sur l'avion du président Hollande ont aussi attiré l'attention du public. Un public venu nombreux au stade du 26 mars sous un soleil brillant pour faire la fête. Ici, la chaleur ne semble décourager personne. Malgré le soleil, je me sens en forme. Je suis venu de Dakar spécialement pour le soutenir. On est malien de Côte d'Ivoire. On est venu à 200 personnes. Autre coin, cette fois-ci plus attractif, le palais de Koulouba qui réserve un déjeuner des grands jours aux invités de marque. Là aussi, on est fiers de cette belle journée au Mali. La fête a été très belle, un petit peu longue quand même, parce que les invités étaient fatigués avec trop de soleil. Mais je crois que c'est une bonne symbolique et il faut se féliciter que ça puisse être un point de départ pour la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. Ce jeudi 19 septembre aura été une véritable journée chargée pour les Maliens et les amis du Mali. La fête est historique, mais tout n'aura pas été rose. En tout cas, beau reportage. Le Mali sort d'un an et demi de crise. Le pays retrouve progressivement la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Pour cela, le Mali a bénéficié d'une véritable solidarité africaine et internationale. L'engagement du monde entier auprès du peuple malien a permis de reconquérir rapidement les régions du Nord et d'organiser une élection présidentielle apaisée et acceptée de tous. L'apport des amis du Mali dans la sortie de crise, c'est un dossier de la rédaction signé Ibrahima Traoré. 21 mars 2012, au Mali, une mutinerie éclate à Bamako et provoque une crise politique dans le pays. La situation précipite l'occupation des régions du septentrion malien par des terroristes et autres bandits armés. Le monde entier condamne le coup d'État et exige le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Très vite, la communauté internationale se mobilise pour venir au chevet du Mali. Le ton est donné par la CEDEAO qui s'est réunie en urgence en sommet extraordinaire
pour demander le retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'organisation sous-régionale dépêche rapidement ses émissaires à Bamako pour engager des pourparlers de sortie de crise. Plusieurs jours de tractation aboutissent à un accord cadre qui ouvre la voie à une transition politique. Toutes ces réunions au niveau de la CEDEAO montrent tout simplement l'engagement politique des chefs d'État de l'espace CEDEAO de prendre les responsabilités, de prendre le destin de l'espace en main, et par la suite les autres peuvent venir. Je crois que c'est ce que la CEDEAO a démontré avec succès, que lorsque l'union, la solidarité sont fonctionnelles, on réussit toujours à régler les problèmes les plus difficiles. La CEDEAO travaille en étroite collaboration avec l'Union africaine. L'instance continentale a consacré plusieurs réunions, sommets et conférences sur le Mali. Les chefs d'État africains ont pris d'importantes décisions pour aider le Mali à conquérir rapidement son territoire occupé et à organiser des élections crédibles. Le 19 octobre, il y a eu une réunion ici de la communauté internationale, le fameux forum de soutien et de suivi au Mali, qui était d'ailleurs présidé par la présidente de la commission. Et c'est là où on a adopté le concept stratégique de sortie de crise au Mali. C'est là où on a donné les instructions pour élaborer le concept d'opération pour que la communauté internationale puisse venir aider le Mali à libérer le Nord. Et on se souviendra aussi que c'est ce concept d'opération qui a été la base de la résolution 2085 qui a autorisé la venue de la MISMA et a participé à la libération du nord du Mali. Par cette action, il y a une remise en cause de la souveraineté du Mali par des terroristes, narcoterroristes, et l'étape première étant le Mali, les autres pays, le Niger, le Burkina, le Tchad, sont aussi sur leur liste comme objectif à atteindre. Donc, à la demande du président de Traoré lui-même, nous avons donc engagé nos forces qui combattent aux côtés des forces maliennes. L'Union africaine est fière de l'exploit de l'armée tchadienne et du rôle important des pays du champ pendant la libération du Nord. L'UA a beaucoup contribué aussi à la mobilisation des partenaires internationaux. Avec l'Union européenne, on note des actions comme l'aide humanitaire aux populations victimes de la crise, la formation de l'armée malienne dans le cadre de l'EUTM ou encore l'organisation de la conférence des donateurs tenue à Bruxelles le 15 mai 2013 au profit du Mali. Suite à cette conférence, donc nous on a promis 500 millions d'euros. On a décaissé assez rapidement 90 millions d'euros avec un appui budgétaire. On a repris toutes sortes de projets. On va prochainement reprendre les travaux sur la route à Timbuktu. On a aidé largement que le Mali retourne dans sa système démocratique. Avec le support aux élections, on a supporté à une côté financièrement, mais on a supporté beaucoup les Maliens avec notre mission d'observation. Dès 2012, on a commencé à préparer une mission sécuritaire qui s'appelle EU Training Mission in Mali, donc la formation de l'armée malienne, qui a débuté rapidement après l'intervention française. Les Maliens se souviendront longtemps du soutien de la France au processus électoral et surtout de l'opération Serval. C'était le devoir de la France qui agissait au nom de la communauté internationale. Parce que moi, je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci. Merci au Mali. Nous payons aujourd'hui notre dette à votre égard. Aux Nations Unies, le dossier Mali est toujours resté une priorité. Le Conseil de sécurité a voté un certain nombre de résolutions pour autoriser et soutenir les initiatives visant à ramener la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national.
Et nous travaillons, je crois, sur 4 pistes pour vous accompagner. Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième grande piste, c'est la sécurisation aussi des réfugiés, des déplacés qui veulent revenir. Je crois que le troisième piste important, c'est tout ce qui est à faire avec justice, droits de l'homme et de la femme. Maintenant, le nouveau gouvernement des différents groupes au Nord veulent un nouveau accord social et politique avec le Nord. Nous sommes là pour aider, créer des bons offices. Et comme représentant spécial, représentant du Ban Ki-moon, je veux aider ce processus de vraiment faire un paix qui va durer. Tout au long de la crise, le Mali n'a cessé de développer sa coopération avec les partenaires internationaux qui sont restés auprès du peuple malien pour alléger la souffrance des populations déplacées et frappées par la crise alimentaire. Bref, le monde entier était là et continue à soutenir le peuple du Mali qui ne s'est jamais senti abandonné. Je vous l'annonçais, les présidents français François Hollande, Idriss Déby Itno du Tchad et Ibrahim Boubacar Keïta viennent d'animer tout à l'heure donc une conférence de presse. C'était à Koulouba. Au cours de cet échange avec la presse, les 3 chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire au Mali, dans la bande sahélo-saharienne et dans le monde. Écoutons François Hollande, Idriss Déby Itno et Ibrahim Boubacar Keïta. Leurs propos sont recueillis par Amadou Sankari. Je n'ai fait que penser à la situation des otages, alors même que nous menions une offensive contre les terroristes qui les retenaient. Et j'ai pu craindre pour leur vie pendant ces derniers mois. J'ai rencontré leur famille et j'ai mesuré ce qu'était leur angoisse. Pour les otages du Mali, mais également pour l'otage que nous avons au Nigeria. Et il y a eu pendant un temps des otages qui avaient été retenus d'abord au Cameroun, puis au Nigeria. Je me suis entretenu tout au long de la journée avec l'ensemble des chefs d'État de la région pour qu'ils nous permettent d'avoir les meilleurs fils, les meilleurs contacts pour retrouver nos compatriotes. Il y a une question qui m'a été posée régulièrement. Est-ce qu'il y aura des forces maliennes à Kidal? J'ai dit oui, il y aura des forces maliennes à Kidal. Elles sont allées jusqu'à Kidal. Elles sont chez elles à Kidal. C'est le Mali. Et après, il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que vous organiserez des élections à Kidal? Il y a eu des élections à Kidal. Eh bien, nous sommes à la disposition des autorités maliennes pour faire en sorte que tout le territoire malien, donc Kidal, soit sécurisé. Depuis le 1er juillet 2013, le contingent tchadien est sous l'ordre du MISMA. Il dépend du MISMA, mais ce n'est pas du ressort du Tchad. Ce qui est arrivé, évidemment, certainement, il y a une... vous savez que le contingent tchadien, depuis pratiquement 9 mois, 10 mois, travaille dans le nord, une région très austère, très difficile, bien sûr. Donc, ça ne devrait pas être simplement le Tchad qui devrait être là. Il faudra, à un certain moment, le dégager et remplacer d'autres contingents qui puissent, n'est-ce pas, maintenir, en fait, disons, la cohésion. Le rôle de chaque soldat étant dans cette coalition est important. Donc, personnellement, je ne trouve pas que il y a une situation grave. À partir du moment où nous avions déjà prévu, depuis longtemps, que ce contingent devrait être relevé en août, depuis août. Donc ce qui n'a pas été fait, nous attendions en fait, disons, il y a une procédure au sein de la MISMA. Nous attendions cette procédure. Donc maintenant, la procédure est lancée. Il y a une unité qui est préparée à N'Djamena, qui viendra donc remplacer l'unité qui a intervenu en février
après l'intervention, bien sûr, de Serval, l'opération Serval. Il s'agit maintenant au niveau du MISMA qu'il assume, en fait, disons, ses responsabilités. L'immense déficit en matière de capacité à réagir, à répondre à une menace. Et le reste a été affaire de gouvernance. Donc le lien entre la gouvernance et la sécurité est évident. Dès l'instant où vous mettez à nier les évidences, vous pensez que la menace ne concerne que le voisin, vous n'y avez aucune part, c'est la dérive qui a commencé et qui peut amener à l'abîme que nous avons connu. Longtemps, nous avons dit non, nous ne sommes pas concernés. Soyez les djihadistes, au fond, nous ne font pas de mal à nous. Hein. Ce n'est pas nous les Maliens qui sommes concernés, nous ne sommes que les receveurs de leur forfait. Eh bien, il nous en a cuit. Et je crois que c'est une question aujourd'hui qui est transfrontalière, qui nous concerne tous. Et plus tôt nous nous mettrons à y réfléchir, à y penser sérieusement, à trouver les solutions capables de nous faire progresser dans ce domaine par la mise en place d'un système de défense mutualisé, efficace, équipé, que nous soyons à hauteur en matière de renseignement. Là, nous pourrons dire oui, la capacité sous-régionale africaine est à pied d'œuvre, capable de participer à nos sécurités. L'intégralité de la conférence de presse des 3 chefs d'État demain, ainsi que l'intégralité du discours prononcé au stade du 26 mars par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'était ce que nous avions à vous proposer ce soir sur la cérémonie de prise de fonction du président de la République. Sur un tout autre sujet, sorti de la 34e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, la famille des officiers de l'armée malienne s'agrandit. Ils sont au nombre de 25 jeunes officiers qui ont été élevés au grade de lieutenant. C'est le camp Firoun de Gao qui a servi de cadre à la cérémonie. Boubacar Bablé Touré. 25 éléments des forces armées maliennes fraîchement sortis de l'école militaire interarmes de Koulikoro sont les récipiendaires du grade de lieutenant. Cette 34e promotion dénommée Damien Boiteux vient s'ajouter à d'autres officiers avec un objectif commun, celui de la défense des personnes et de leurs biens, ainsi que l'intégrité du territoire. Après avoir reçu la distinction, les récipiendaires s'engagent. L'engagement qu'on prend pour ce pays, c'est que le Mali est un et indivisible. Quel qu'en soit où on va, on emporte le Mali sur les cœurs. C'est le sang qui va couler, quelle qu'en soit la situation, c'est notre sang qui va couler, sinon le Mali, là, ça va rester. Composé des éléments de toutes les unités des différents corps de l'armée, excepté la garde nationale, ces hommes prêts à servir la nation avec honneur et dignité ont été rappelés non seulement de la mission du militaire, mais aussi des défis du moment. En m'adressant à vous, jeunes officiers de la 34e promotion de l'école militaire interarmes, le Mali entier vous observe et fonde ses efforts sur vous. Pendant ces mois passés sur le terrain, vous avez mesuré la difficulté de la tâche qui vous attend. Déjà armés et plus ou moins aguerris, soyez à la hauteur des attentes. Cette cérémonie de remise de distinction a regroupé, outre les autorités militaires de Gao, les représentants de la force Serval au Mali, ainsi que la MINUSMA. Restons à Gao où les forces armées de sécurité viennent d'effectuer une visite sur le site touristique de Sanei. Il s'agissait de faire le constat des pillages causés sur ce site par les chercheurs de trésors. Classé patrimoine mondial par l'UNESCO, le site de Sanei, en état de destruction, partage les mêmes réalités que le tombeau des Ascas dans l'histoire de Gao. Les précisions de Boubacar Bablé Touré. Situé à 6 km de Gao, le site touristique Sanei fait l'objet de pillages ces derniers temps par certaines populations. Cela à cause des richesses et autres objets de valeur qui sont enterrés avec les corps, une pratique qui date depuis l'an 1009. Ce site partage les mêmes réalités avec le tombeau des Askia, classé par l'UNESCO patrimoine mondial. C'est le premier site avant le tombeau des Askia. Quand les Songhai ont quitté Koukia, ils se sont retrouvés ici depuis plus de 1000 ans maintenant. Et
Là où nous nous trouvons maintenant, c'est le cimetière. De l'autre côté, il y a leur habitat, là où ils sont restés. Les forces armées et de sécurité saisies sur la question par le mouvement des jeunes patriotes de Gao ont dépêché une mission sur les lieux. Le constat est amer, d'où la nécessité de prendre les mesures urgentes. Nous avons commencé des patrouilles immédiatement, des patrouilles quotidiennes de nuit pour dissuader vraiment des gens qui se présentent là et qui sont auteurs vraiment de ces actes vraiment peu orthodoxes. Et en second lieu, nous allons rendre compte aux autorités administratives et locales, je pense qui pourront prendre les décisions concernant la préservation de ces sites-là. Si rien n'est fait, voilà encore une des valeurs culturelles de notre pays en voie de destruction. En préservant ce site, un cheval de bataille des jeunes patriotes de Gao, c'est toute une histoire qui est préservée. Car, dit-on, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Quittons Gao et revenons un peu plus au sud, à Sikasso. L'hôpital de la ville est désormais en mesure de prendre en charge toutes les urgences cardiologiques. Le plateau technique du service concerné vient d'être renforcé avec des équipements de haute performance. La présentation du centre, c'est avec Sekou Konaté. Ces équipements, désormais au service des malades souffrant de problèmes cardio, vont des seringues électriques aux appareils Holter pour surveillance de télémétrie, en passant par les holters tensionnels, les défibrillateurs semi-automatiques, les appareils d'échocardiographie équipés de Doppler tissulaires, les appareils d'électrocardiogramme équipés d'écrans LCD et aspirateurs de mucosite. Actuellement, toutes les urgences cardiologiques peuvent être gérées à l'hôpital au service de cardiologie de l'hôpital de Sikasso, et notamment les pathologies coronariennes, les syndromes coronaires aigus que nous rencontrons fréquemment et qui nous a permis d'améliorer la prise en charge des plateaux techniques et la prise en charge des patients. Un véritable vent de soulagement pour les patients, désormais dispensés des longs voyages pour assurer la prise en charge des cas d'infarctus myocarde ou syndrome coronarien aigu. Désormais, ils ont la possibilité d'avoir des prestations de qualité en matière de cardiologie à l'hôpital de Sikasso. Que ce soit dans la région de Sikasso, que ce soit hors de la région de Sikasso, les malades peuvent être pris en charge correctement à l'hôpital de Sikasso au service de cardiologie. Une démarche de renforcement du plateau technique que l'hôpital de Sikasso veut étendre à l'ensemble des services pour le mieux-être des populations. Retour à Bamako, mais nous restons dans le domaine de la santé. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux a tenu ce matin dans ses locaux la deuxième session extraordinaire de son conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du projet d'établissement et du manuel de procédure administrative. Agibou Koulibaly. Le projet d'établissement qui est soumis à l'appréciation des administrateurs vise l'amélioration de la performance de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux à travers l'évaluation des établissements hospitaliers en vue d'assurer des soins de qualité. Quant au manuel de procédure, son objectif est d'améliorer le fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux grâce à un système de gestion administrative, comptable et financière efficace. Pour mettre en œuvre ce projet d'établissement, il sera utile de mobiliser, et c'est là exclusivement sur le budget d'État, un montant de 2 431 306 195 francs sur les 5 ans, répartis en investissement à hauteur de 22% et en fonctionnement de 72 autres pourcents. Le département en charge de la santé et de l'hygiène publique, à l'instar des autres, veillera à l'application stricte des orientations du président de la République, parmi lesquelles l'éthique de la responsabilité pour valoriser le travail, le mérite et l'excellence. À l'issue de cette session, l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux sera dotée d'outils de planification stratégique et de guides de bonnes pratiques administratives, comptables et financières. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux a pour mission, entre autres, d'apporter aux hôpitaux des conseils techniques et de donner au ministère en charge de la santé tout avis qu'elle juge utile pour permettre aux hôpitaux de mieux accomplir leur mission.
Et dans le kiosque, la revue Secteur privé et agricole fête à sa manière les festivités du 19 septembre par la parution de son numéro spécial avec l'édition du doyen Joseph Keita sur les premières vérités d'Ibeka pour le retour de nos valeurs. De même, vous découvrirez en plaquette détachable sous la plume de Cissé Keita, l'ADRS dans la zone de Bafoulabi. Secteur privé est déjà en vente au prix de 1500 francs CFA. Comment réussir la réconciliation nationale après les dures épreuves qu'a traversé notre pays? C'est la question à laquelle s'intéresse ce soir l'interview de la semaine. Yaya Konaté reçoit Cheikh Oumar Diarra, ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Entre autres questions abordées, le cas spécifique de Kidal, où le ministre s'est rendu le week-end dernier. L'interview de la semaine qui reprend du service. Rendez-vous donc après ce journal. Voilà, c'est tout pour cette édition.